une puissance exportatrice. Parce que puissance exportatrice, elle a toujours été. Bon, il y a peut-être eu le commerce des esclaves, le marché des esclaves de Bango a été réhabilité. Il y a eu le commerce de beaucoup de choses, des pierres précieuses, des denrées agricoles, le café. Le docteur Jacob Tatita a précisé que le café était au cœur d'un enjeu. Ça crée beaucoup de problèmes. J'ai vu les archives de Papa Bouende, etc. Donc, on a été un endroit où les gens travaillaient beaucoup, exportaient beaucoup, et avaient beaucoup d'argent, avaient beaucoup de ressources, avaient beaucoup de réserves. Maintenant, on a cassé cette dynamique-là à partir de l'ordre de 82, si je puis dire comme ça. Mais comment on fait pour reconstruire, recréer un projet où on peut redevenir une puissance exportatrice, les Grasslands? Parce que ce n'est pas une fatalité. Quand on dit, oh non, vraiment, tu as vu ce qu'on a fait à partir de 82, ce qui a appauvri complètement tous ces grands-parents-là. Mais il est possible de recréer un projet. Mais quelles sont les clés? Parce qu'on ne peut plus le faire en 2025 ce qu'on avait fait en 1980. Il y a ceux qui viendront après nous. Donc j'aimerais qu'on en parle la prochaine fois que je viens. Donc j'étais moi, pour l'instant, je suis là pour suivre le professeur Jacob Tatita Ok. parce que vraiment, c'est une Non, référence. et merci, hein, une fois de plus, vraiment. Bon, Jacob, il y a encore quelques questions avant qu'on clôture. Mais vraiment, je dis merci pour votre temps, pour prendre de votre temps pour venir nous expliquer les choses, nous, les enfants Grassfield. Et j'encourage les enfants Grassfield à lire. Je vous dis la vérité, tout est écrit dans les livres. Quelqu'un tout à l'heure a dit, il préfère écouter l'historien, mais l'historien, il écrit dans un livre. Et on a un véritable problème en Afrique, c'est qu'on n'a pas encore adopté ce concept d'enregistrement. On a parlé tout à l'heure des mémoires, de ce que les Juifs font dans leur famille. Moi, je suis en train de constituer un arbre généalogique dans ma famille qui, si Dieu le veut, remontera de plusieurs générations. Et ça, c'est un travail que tous les Grassfield doivent faire de façon individuelle. C'est très important. Nous avons aujourd'hui des caméras. Allez faire des interviews avec vos grands-mères, constituer des documents, des photos. Nous, on n'a pas encore cette culture-là. Et quand tu débats avec les gens vont te parler de l'oralité, de la culture de l'oral. Alors qu'aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent d'avoir une perspective de l'histoire qui est beaucoup plus précise. Donc, c'est ça. Et Jacob, il y avait aussi une question de Lezé en haut. Vas-y, pose ta question. Et si d'autres personnes ont encore les questions manifestez-vous dans les commentaires et on va poser la question. Le Z. Bonsoir, docteur Jacob. Bonsoir. J'ai deux questions qui me taraudent l'esprit depuis que je fais les recherches sur l'histoire du Cameroun. La première question est concernant Mathias Djoumessi. Est-ce que la raison pour laquelle a été formé le Kounz était une question économique? Elle avait pour but de renverser le colon. Et la deuxième question est toujours dans le même volet. Est-ce que l'exécution de Nehim a toujours comme pour cause des raisons économiques? Commençons donc par Djoumissi Mathias. Le KUMZ n'a pas été créé, mais parce que c'est une association inhérente à la société de Bamileke. Le KUMZ a été politisé en 1947, c'est-à-dire qu'on lui a donné des objectifs politiques, c'est-à-dire s'associer à la réclamation de l'unification du Cameroun divisé par les Britanniques et les Français et l'accession du pays à l'indépendance véritable. Ceci parce que l'UPC avec laquelle le KUMZ s'est associé avait cet objectif principal qui devrait être atteint avant qu'on ne puisse résoudre les problèmes primaires.
concernant la deuxième question concernait quoi encore? La mort de Nehim, si c'était une raison économique. La mort de Nehim est politique dans la mesure où quand on a affecté ce qui est peut-être considéré aujourd'hui comme le gouverneur, les députés, les 4 députés de la subdivision de Bafoussam n'ont pas accueilli cette affectation de bon cœur. Et il est resté une mésentente entre les deux. Et le gouverneur affecté à cette période a donc concordé un plan de concert avec Kamé Samuel qui a abouti à l'assassinat de Nehim, dont on a concordé un assassinat en mettant sur son dos. Ok. Pourquoi je posais ces deux questions? Parce que dans l'histoire aussi du Cameroun, pendant la période coloniale française, j'ai retenu que c'est seulement Nehim comme chef qu'on a exécuté, ou bien il y en a d'autres chefs. Non, il y a beaucoup de chefs qui ont été exécutés pour leur collaboration avec les indépendantistes et aussi pour leur collaboration avec le colonialisme français. Les chefs étaient entre le marteau et l'enclume. Quand tu soutenais l'administration française, tu étais susceptible d'être éliminé. Et quand tu étais un chef soutenant aussi les nationalistes, tu étais susceptible d'être éliminé par l'administration française. Donc c'était sur tout l'étendue du territoire camerounais. Dans les zones où le nationalisme était exacerbé. Ok, d'accord. C'est ça ma question. Merci beaucoup, docteur. Quelqu'un d'autre a une question? Sinon, je pense qu'on va... MC, je crois que tu voulais intervenir, non? Ou alors vous êtes prêt à clôturer le live bientôt? Ah, ouais, je voulais dire juste un mot par rapport aux... Le nom de ton oncle Djoumessi, là, ça souffre, hein? En fait, je voulais juste dire aux gens qui sont dans les commentaires que le but n'est pas de parler ou bien de venir revisiter l'histoire. Ici, c'est de débattre avec des arguments avec des documents qui sont vérifiables et reconnus de tous. Et je signale ici que Bangando, général Bangando, et on l'appelle comment l'autre agent de sécurité de nuit là, Mode United ne sont pas des historiens. On dit que c'est un chercheur, je ne sais pas si c'est un chercheur d'emploi ou bien un chercheur de quoi, je ne sais pas. Ils n'ont jamais présenté leurs documents à tout le monde. Le dernier document que j'ai vu Mode United avec, je suis monté sur son panel et demandé de présenter le document. Il dit, il ne montre pas ses sources, il ne donne même pas la référence parce qu'il a peur qu'on va partir brûler ça. Regardez le raisonnement de quelqu'un qui dit avoir un débat scientifique sur un sujet. Donc tous ces gens-là, ils veulent juste utiliser certains documents, certains passages précis de ces documents-là pour justifier leur haine et promouvoir leur... En fait, la TikTok, c'est un business. Ouais, c'est de la manipulation. TikTok, c'est un business. Quand ils font les lives là, beaucoup n'ont pas d'emploi en Europe, ils vivent sur RSA. Quand ils font des lives, c'est le moyen de gagner leur vie, on comprend aussi. Mais vous n'allez pas gagner votre vie en racontant des conneries ou en stigmatisant des communautés. Donc, trouvez de vrais emplois et arrêtez de faire ça. Si vous voulez avoir des débats structurés, vous venez avec des documents. On lit le document en entièreté et évitez de faire des choses comme Bangando qui prend toujours la lettre de Lamberton pour dire voilà ce que Lamberton a dit, les Bamileke sont un caillou dans la chaussure du Cameroun. Sans lire sans lire toute la lettre en entièreté. Il ne dit pas pourquoi Lamberton a dit ça. Donc, c'était juste ça que je voulais dire. Et Temokam, j'ai quelque chose à dire. Vas-y. Je suis monté sur le panel de Mode United avec un autre compte aujourd'hui et j'ai eu la grâce de faire une capture d'écran du document qui parlait des Grassfield. Et vraiment, c'était fort. Hein? Il a tapé ça sur la machine parce que j'ai fait la capture d'écran. Et moi, je suis pas ici pour me vanter, mais je travaille à Facebook. J'ai demandé à des collègues de m'aider à chercher ce document-là. Et il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas aucune source du document qu'il arrêtait en main. Je vais t'envoyer la capture. Aucune source. Donc, ces gens-là inventent des choses juste pour haïr le peuple Grassfield. C'est tout ce que je veux dire. Kevin, je vais dire ça. On n'a jamais vu un historien sérieux qui a fait des études, qui est connu, que son domaine d'études soutenir ce que ces gens-là disent sur les réseaux.
Donc, on peut même dire que Jacob Tatis est Bamileke, il défend les Bamileke lui-même, mais qu'il vienne avec un historien, qu'il soit d'une autre communauté, peu importe, qu'il dit la même chose qu'il répète sur des réseaux là, et on va voir si c'est vrai. Donc, on peut pas Voilà. prendre des gens qui n'ont rien à voir avec des domaines d'études. L'histoire, ce n'est pas le racontage du quartier. Quand on a lu un document, partiellement, on vient raconter ce qu'on a écouté dans les bars. Donc, c'est un C'est peu Il pour faut ça bizarre. que aussi même, honnêtement, hein, présenter l'argument qu'ils défendent pour qu'on voie comment on peut démonter si c'est de la manipulation. On peut toujours détecter. oui, mais tu sais, papa Jacob, hein, moi, j'ai réfléchi et je pense que ça ne sert à rien même de se rabaisser à ça. Je veux dire, mon père disait toujours, tu peux amener un cheval à l'eau, tu ne peux pas le forcer à boire. Je ne pense pas que ces gens-là, c'est la vérité historique qui les importe. Pour moi, l'objectif de ce panel, ce n'est pas de répondre à quelqu'un, c'est d'informer la population. Parce que j'ai été choqué de savoir que beaucoup de la Je population vais vous Grassfield ne connaissent abandonner, plus leur mon micro histoire. ne sera plus actif. Hmm? Je vous dis au revoir, mon micro ne Ok. sera plus actif. En tout cas, Jacob, on se fait signe sur WhatsApp hein, tout à l'heure, dans Ok. 10-20 minutes. Je vais t'appeler. Ok, merci beaucoup. Bon, une fois de plus, merci à tout le monde qui a assisté au live. C'est un live assez intéressant. Demain, je vais publier tous les archives, tous les détails. Ceux qui veulent des informations sur les Grassfield, que ce soit l'anthropologie, des spécialistes comme Jean-Pierre Vanier, Duro, Jean-Claude Barbier, tout ça, contactez-moi inbox avec votre Mais email. Je peux Keloka, vous il y a un envoyer les dernier détails. truc là. Il y a un Oui, vas-y, dernier truc. pardon, vas-y. Ouais, on peut pas parler seulement de l'Amérique tous les jours. Il faut qu'on aborde aussi l'histoire des autres peuples. Il faut qu'on aborde ce concept des camps-là, preuve à l'appui avec des arguments. On doit faire un live aussi sur... On sait comment taxer des tribalistes, on doit parler aussi de ce peuple-là. Sans stigmatiser, sans cliché. On doit essayer d'étudier aussi cette histoire-là de groupement Ekang et voir ce qui se cache derrière le projet Ekang. Si c'est vraiment un peuple, si c'est un projet ethno-fasciste, on doit faire un live avec ça aussi. MC, Ouais, bonjour. ouais, bonjour. Je vais dire une chose, hein. Le meilleur moyen de détruire la polémique qu'il y a sur la toile là, parce que ce qu'il y a sur la toile là, c'est même pas la polémique. C'est une campagne de désinformation sur un peuple, les Bamileke, les Grassi. C'est une campagne de désinformation. Moi, je pense très humblement que ce que nous avons à faire, c'est de ressortir, prends les Juifs, prends les Albanais, les gens qui ont été génocidés là. Ils se concentrent sur la recherche sur qui ils sont, sur ce qui leur est arrivé et sur comment ils peuvent se protéger pour que cela n'arrive pas. Je suis souvent embarrassé, moi, quand je vois dans notre communauté, à peine nous parlons de nous, qu'on exerce une pression psychologique sur nous, nous voulons déjà parler des autres. Les autres là, ça ne leur dit absolument rien ce que tu vas dire sur eux. Et ça ne va rien changer de ce que tu as dit que tu peux essayer de dire les écarts, tu peux perdre ton temps, tu peux parler même de ça pendant 3 ans. Ça ne leur dira absolument rien. Ils ne changeront pas. Demafo, Monsieur Attends-moi un Demafo. instant. Attends-moi un Ok. instant. Attends, laisse-le, hein, laisse-le finir, s'il te plaît, Ils MC. ne vont pas changer la narrative parce que c'est une campagne de désinformation. Je pense que nous avons eu le professeur Jacob Tatita. Il a dit, et c'est écrit dans son livre, que l'administration coloniale utilisait des campagnes de désinformation. Et ce n'est pas parce qu'à un moment, nous essayons de dire, voilà les boules, que la campagne va s'arrêter. Non. C'est une campagne de désinformation. C'est une guerre psychologique. Et le but de ces campagnes-là, on la voit sur la toile. Je ne sais pas, moi j'ai vu un jeune qui était un commerçant, bam, j'ai oublié son nom. Il a un grand magasin et il vend de matériel informatique et électronique, les vidéos de surveillance. Il a fait une vidéo que j'ai partagée sur mon mur. Il a dit qu'on est arrivé à un point où, dans sa boutique, quand les gens arrivent et qu'il est en train de donner les instructions à ses travailleurs en Bahamas, les gens lui disent d'arrêter de parler dans sa langue maternelle à ses employés. Il dit, et pourtant, dans les boutiques chinoises, les mêmes gens qui vont là, ils s'efforcent d'apprendre le chinois et entrer, commencer à dire aux Chinois, ni hao. Et ils vont dans les boutiques. Donc, c'est une guerre. Je ne sais pas, c'est cet aspect qui m'échappe. Quand tu sors de notre pays, tu vas dans les bibliothèques, ce qu'on nous fait là. On a fait ça aux Juifs ici. On a fait ça aux Albanais. Et ce n'est pas pour les Juifs en allant dire je vais m'intéresser à ce que pense l'autre, que ça va changer quelque chose. C'est d'abord connaître toi-même. Bien se connaître. Et le problème, c'est ça. C'est vulgariser nos langues. Créer des radios communautaires pour que nos enfants apprennent nos langues.
vulgariser notre histoire, approfondir la recherche dans notre histoire. Je ne sais pas si Temoka Missi a déjà fait 100 émissions. Regardez ma chaîne YouTube. Je suis déjà à 1000 vidéos. Mais même à 1000 vidéos, ce n'est que maintenant, après avoir travaillé pendant 7 ans, que tu commences à voir les gens qui te disent « Ah oui, vraiment, j'avais regardé les vidéos, j'ai appris ceci. » Donc, il faut du temps. Tu ne peux pas, en moins d'1 an, tu commences à dire « Il faut déconstruire le concept des camps. » Ça ne va rien arrêter. Nous avons à nous connaître, nous. Qui sommes-nous? On ne se connaît pas. Qui sommes-nous? Qu'est-ce qui nous est arrivé dans nos villages? Nous avons subi des dommages. Nous sommes même fondés à réclamer des dommages et intérêts auprès de la justice internationale. Ça, c'est un autre truc qu'on parlera plus tard. Je pourrais vous amener des historiens ici, des Américains qui ont travaillé sur le cas de chez nous et qui vous disent, vous expliquent de A à Z qu'on est fondé à ceci. Or, comment on va laisser ça? On crosse, pang, on tombe déjà pour expliquer aux gens qu'est-ce qui est quand. Ça, c'est leur problème là-bas. Expliquer pourquoi les Bassa détestent les Bamileke. Ça, c'est leur problème. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent là-bas. Mais nous, ce que nous avons à faire, c'est de mener une réflexion sur nous. Mener une réflexion sur notre histoire. Quelle est la vraie histoire? Déconstruire la propagande, sans toutefois se mêler de ce que les autres pensent. Déconstruire la propagande. Ensuite, dire comment est-ce que nous pensons le futur. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur ce qu'il y a eu dans le passé, mais pour penser le futur, ça c'est très important. Le futur, où est-ce qu'on se situe? Quels sont nos atouts? Comment on les coordonne? Moi, j'ai parlé, par exemple, avec le représentant de mon roi à la veille, le congrès qui a commencé aujourd'hui, et je lui ai dit comment on règle les problèmes de pauvreté dans notre village. Je lui ai dit c'était un jeu d'enfant. Je lui ai expliqué que quand les Français, là, les mêmes Français, parce que moi, à l'époque, je côtoyais un Centrafricain, Jean-Baptiste Noël Ouago. C'était un gars qui écrivait des livres qui faisaient tellement mal dans le milieu universitaire français, sur le franc CFA. Et sur la relation entre le franc CFA et la pauvreté. Qu'ont fait les Français? Ils l'ont pris, ils lui ont donné un très grand poste à la banque d'investissement européenne, là où ça s'appelle comment, là. Et il a disparu comme ça, la circulation. Or, que disait Ouago? Parce que moi, j'ai retenu ses ouvrages. Ouago expliquait la chose suivante. Déjà à l'époque, hein, peut-être avec le savoir que j'ai aujourd'hui, bon, moi je comprends ça nettement même mieux que lui. Que comment est-ce qu'on a fait pour introduire la pauvreté dans nos villages? On a introduit la pauvreté dans nos villages. On a dit que pour avoir un titre, parce que souvent quand les gens parlent du franc CFA, ils croient que c'est le billet de banque là qui fait problème. Les Mbandakani sont instrumentalisés pour nous endormir. Il vient dire le franc CFA c'est imprimé à Chamalières. C'est pas ça qui est le problème. Et les billets de banque, ça ne représente même pas 5% de la masse monétaire en circulation. Donc, ce n'est pas ça qui est le problème. Ce qui est le problème, c'est qu'on a dit dans le franc CFA que pour bénéficier d'un crédit bancaire, il faut apporter une garantie collatérale. Question. J'ai posé la question au représentant de mon chef. Combien de personnes dans les villages ont des titres fonciers? À partir du moment où vous n'avez pas le titre foncier, vous ne pouvez pas participer à la production, donc au système de financement de la production. Donc, vous n'avez pas accès au crédit, donc vous mourrez pauvre. Et je lui ai dit, voilà ce que moi j'ai vu en France. Les gens se regroupent en coopérative. Ça, c'est ce qu'Aïdjo avait compris. Avant d'envoyer les gens comme les Fofi et Christophe aller en Israël. En Israël. Pas en France, en Israël. Et quand ils étaient arrivés en Israël, ils ont vu le système de kibbutz. J'ai fréquenté dans l'université, la même université que Golda Meir, celle qui a fondé l'État d'Israël. J'ai sur mon profil Facebook la photo où je me suis assis sur la place où ça c'est dans la salle de classe. Ça c'est. Aïdjo avait envoyé les gens là en Israël et ils avaient compris le système de coopérative. Aïdjo avait compris qu'il fallait subventionner l'économie. C'est pour ça que quand il avait subventionné, en donnant les semences, en donnant, etc., et en donnant l'argent pour financer la coopérative, parce que c'était des regroupements de 10 000, 20 000 planteurs, rapidement, les Grasses sont devenus très riches. Et quand on a vu que ça allait un peu trop loin, on a dégagé Aïdjo, on a mis une autre personne là, on lui a demandé de retirer tout ça. Mais on a utilisé une narrative. Et comme nous autres, on n'a pas la narrative pour se défendre. On est toujours préoccupé par faire plaisir à l'autre. On a utilisé une narrative. Oh non, 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 si l'État économise l'argent qui donne les semences chez les planteurs, il va pouvoir construire plusieurs universités, combien d'écoles. Je me rappelle à l'époque comment les chants Ndongo récitaient ça sur la CRTV avec Alain Bélibi, les gens en Tangana. La conséquence est que on a supprimé ça et la pauvreté s'est installée dans nos villages.
Et le système franc CFA, il a été fait à dessein. C'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois, on conseille certains chefs d'État africains. On leur a dit le meilleur moyen, c'est pas de parler, de pérorer sur le franc CFA. C'est de mettre en place un système de subventionnement du monde rural pour le remettre à produire. Regardez, dans un pays comme le Burkina, l'année, si on a aménagé 127 000 hectares de terre, on a réaménagé les barrages pour les ressources en eau, l'irrigation. Conséquence, ils sont à 2 millions de tonnes de riz devant la Côte d'Ivoire en espace d'1 an et demi. Donc, je veux dire que nous sommes enchaînés, pour ceux qui lisent, qui passent des heures à lire, comme nous le font là. À un moment, ça vous traumatise. Vous pouvez plus vous arrêter parce que sinon, votre cerveau va exploser. On est enchaînés. Et moi, je ne peux pas comprendre que, voilà, nous sommes enchaînés. Au lieu de mener les réflexions sur les chaînes qui nous enchaînent et voir comment on peut commencer à les couper petit à petit, on se préoccupe pour aller faire plaisir aux autres en leur disant qu'en soit ou ce ne soit pas. Commençons d'abord par réfléchir sur nous-mêmes. Nous avons beaucoup de problèmes. Je vous jure, dans nos villages, parce que si on disait en France que pour pouvoir produire, il faut avoir le titre foncier, je vous garantis que 80% de l'économie française va s'effondrer. Ce serait long pour moi à expliquer ici, mais je peux vous expliquer ça pas à pas. J'ai lu tous les rapports de la data en France, la direction de l'administration du territoire, l'aménagement du territoire. J'ai lu tous ces rapports. Ce n'est que ça, financer, subventionner l'économie, etc. Chez nous, ils sont venus, ils ont mis un système qui dit que pour avoir, est-ce que vous qui vivez ici en diaspora, est-ce que pour avoir le crédit bancaire, vous mettez votre maison en hypothèque? Pas du tout. Mais on est venu, on a dit, voilà, pour avoir le crédit, on a mis un gendarme qu'on appelle la COBAC. Et la COBAC est chargée de veiller à ça. Conséquence, et même, quand vous avez vu, Afriland Bank avait créé le système de MC2 pour la mutualisation de l'épargne et la mutualisation des prêts dans un système de prêts qu'on donne en groupe. Quand ça allait déjà très loin, qu'est-ce qu'on a fait? On a sorti le bâton avec la COBAC. On a dit, non, monsieur, vous pouvez pas faire ça. Vous êtes obligé de vendre ça, de vous délester de ça. Parce que c'est un moyen de vous bloquer. Et ça vous maintient toutes ces populations dans la pauvreté. Donc, si vous croyez que la guerre qu'on a livrée à nos grands-parents, là, c'est terminé, mais vous faites une erreur. Donc, au lieu de réfléchir comment on contourne ça, je ne vois pas pourquoi on va sauter pour aller dire chez les écrans. Ce n'est pas notre problème. On n'est pas obligé de répondre à la propagande. On est obligé de répondre à la partie qui nous concerne. Et aussi de mener une réflexion sur comment nous changeons le paradigme. Parce que le monde aussi, hélas, a changé. Je me rappelle, j'étais petit. J'ai accueilli en France des oncles qui venaient de l'ouest, de Douala, de Yaoundé, qui venaient chercher les machines pour construire les usines. Et les Français leur disaient, non, on peut seulement vous vendre une usine, une machine qui va produire 10 millions de pièces, alors qu'ils voulaient une machine qui va produire 500 000 pièces, 100 000 pièces. Aujourd'hui, vous allez en Chine, vous voulez la machine qui va produire 10 000 pièces, on vous la donne. Donc, à partir de ce moment, réfléchissons sur comment est-ce qu'on reconquiert, on reconstruit, parce que la réflexion précède l'action. La réflexion précède l'action. Moi, ce que je veux seulement dire à Temokam, c'est que je ne comprends pas pourquoi quand les directs finissent, après je cherche ça sur sa page, je ne vois pas, ça disparaît. Il faut qu'on trouve un moyen de sauvegarder ça, parce que si à chaque fois ça disparaît, après, il y a beaucoup de gens qui veulent consulter après et ils cherchent, ils ne trouvent plus. Bonsoir. Bon, pour répondre à ça, avant de te laisser la parole, Mr. D, j'ai encore ça là. Hein. J'ai simplement publié pour la Chambre des commerces, mais j'ai quand même les directs de la prochaine fois. Comme je travaillais, là je suis en vacances, ces 2 prochaines semaines, je vais faire un effort de éditer ça et de poster tout ça sur la toile. Donc, tout l'interview qu'on avait eu, parce que sur TikTok, il faut quand même des formats assez réduits. Et quand on fait ça, il faut du temps quand même pour pouvoir éditer. Parce qu'on fait des trucs qui font près de 4 heures, 5 heures. Donc, ne t'inquiète pas, j'ai tout ça là, je vais poster ça. J'ai encore beaucoup à poster de ton intervention parce que je me suis concentré sur la Chambre des commerces. Je vais aussi poster ce live de ce soir, de ces 2 prochaines semaines. Et comme on a dit, on va te réinviter la semaine prochaine ou quand tu es disponible pour refaire un live. Et on va structurer ça de façon à ce qu'on peut facilement découper et publier. Ok, ça marche, merci. Bon, bonsoir. Justement, bon, j'allais parler de ça. Bon, d'abord, première chose, un grand honneur d'avoir monsieur le docteur Jacob Tatitsa.
enfin, de l'avoir. J'ai écouté vraiment la fin parce que malheureusement j'étais trop occupé. Donc justement, la première chose que j'allais demander à la suite de notre grand frère Demanfo, c'est de republier s'il vous plaît le live dans l'entièreté, mais sur YouTube. Je pense que si en mettant sur YouTube, ce sera plus facile à publier comme format et pas sur TikTok parce que sur TikTok les formats sont limités quoi. Donc, s'il vous plaît, si vous avez l'occasion, si tu as l'occasion, Temokam, s'il te plaît, je t'en supplie grandement de remettre le live, mais sur YouTube. Je le ferai alors, parce que sur YouTube, au point, Oui, je peux poster tout le live, même si c'est 4 heures, c'est un peu plus facile. voilà, Je oui, vais- ça passe sur YouTube, ça passe très facilement. Ok. Et les lives Il n'y sur aura YouTube pas, encore sont plus intéressants. voilà, il n'y aura pas de, ce sera beaucoup plus facile en termes de format. J'aimerais vraiment réécouter tout le live parce que je peux imaginer que ce serait certainement passionnant. Moi, j'ai lu le livre Cameroun. Euh, si je me trompe pas, c'est le livre que le docteur a co-édité avec Thomas Deltombe. Donc, je l'ai lu. Donc, et tu parlais, Tembo, comme d'enregistrer nos aînés. J'ai participé justement à j'ai fait en fait un petit documentaire avec un de mes cousins sur ma famille et sur la période, donc la génération de mes parents justement. Donc je leur ai demandé de parler du village. On leur a demandé, enfin, on leur avait demandé de parler du village, de leur vie au village et tout, puis en gros de leur enfance. Et donc parce que mes parents et grands-parents ont connu justement cette période, la période de la guerre, etc. La pré-indépendance, puis l'indépendance. Donc on a fait ce travail et justement aujourd'hui je suis aussi en train de faire, j'ai lancé un petit travail aussi de généalogie euh, pour réunir la famille, enfin pour plusieurs objectifs, réunir la famille, avoir des informations, connaître notre histoire. Et je pense que c'est très important de le faire. Et, euh, bon, je n'ai pas encore eu le courage vraiment de me pencher sur le fait enfin, de faire une page historique vraiment sur les Grassfields de manière générale, parce que je trouve qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui sont sur le sujet et qui sont assez performantes sur le sujet. Donc, bon, je vais essayer de trouver le courage d'amener aussi ma part de contribution à cela. Bon, bref, voilà, c'est bon, c'était juste un petit propos introductif pour parler de ça. Bon, maintenant, dans la suite de ce que le grand frère Demanfo a dit tout à l'heure, je pense que effectivement, on a des moyens et on a des moyens aujourd'hui de mettre en œuvre, comment je faisais ça, de mettre en œuvre la transformation de la région des Grassfields. Et c'est important de le faire. Euh, Ma contribution à cela serait de dire, de mon petit point de vue, serait de dire qu'il faut en fait transformer transformer, comment je peux dire ça, notre région en un véritable espace de production et en un véritable espace de production, mais de micro-production. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas se concentrer sur les investissements lourds et autres, parce que ces investissements lourds-là, c'est très facile de les cibler. Et c'est très facile de les cibler comme le grand frère a pu l'expliquer tout à l'heure. C'est très facile de les cibler, c'est très facile de les taxer, c'est très facile comment je peux dire ça, de les limiter, de les casser. Je pense que la même décentralisation politique que nous avons au niveau de la région des Grassfields, c'est cette stratégie d'industrie décentralisée que nous devons mettre en œuvre aujourd'hui pour développer notre région. Et ça va permettre véritablement de créer de la richesse, de l'emploi et de développer de manière massive et collective notre région. Et il ne s'agit plus ici, il ne s'agit plus ici comment je peux dire ça, de se poser la question de savoir si l'État peut nous accompagner, bien si l'État va nous accompagner ou non. On doit s'en foutre de ça.
aujourd'hui. Mais la question aujourd'hui pour nous, c'est de se poser la question de comment on arrive apprendre la science. Je parle de la science et les savoir-faire que nous pouvons obtenir partout dans le monde. Aujourd'hui, moi, j'ai bossé pour des entreprises. Aujourd'hui, je bosse pour une entreprise, par exemple, qui travaille dans la glace, par exemple. En surface, vous pourriez vous dire, bon, ce n'est pas grand-chose. Mais je peux vous assurer que l'entreprise pour laquelle je travaille est aujourd'hui une multinationale. Pourtant, si je vais pas vous mentionner le nom ici, mais je vais dire que pour vous donner une idée, c'est une entreprise qui ouvre plus de 50 nouveaux établissements chaque année dans le monde et qui a plus de 300 euh, euh, boutiques un peu partout dans le monde. Et le siège, il est en Île-de-France, en région parisienne. D'accord. Et cette entreprise, c'est une entreprise, on va dire, semi-familiale, il y a plusieurs personnes qui travaillent là-bas, qui ont des liens de famille. Mais ils embauchent également des personnes extérieures en fonction de votre talent, en fonction de vos compétences, etc., etc. C'est monté par des Italiens. Les propriétaires sont des glaciers. Ils ont une formation de glacier. Et je peux vous dire que si je vous dis le chiffre d'affaires global de l'entreprise, il est supérieur à 300 millions de francs CFA.